Merci de cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer dans le cadre de ce séminaire à cette discussion au sujet de la manière dont nous devons considérer l'Europe et l'Union européenne du point de vue des forces sociales et politiques progressistes et du point de vue d'une stratégie de dépassement du néolibéralisme. Alors, en accord avec mes engagements théoriques et politiques, je suis aussi militant en France et en Grèce et j'ai beaucoup suivi toute l'expérience de 2015 et collaboré avec Syriza. Je parlerai d'abord assez rapidement des enseignements de la défaite et de la conversion au statu quo du gouvernement grec, puis j'examinerai les pistes pour l'avenir des forces de la gauche de transformation sociale en Europe, et c'est surtout ce sur quoi je veux insister pour lancer la discussion. Voilà, il y a différentes options, différents scénarios aujourd'hui nouveaux en train de se construire, et je les présenterai et puis j'en dirai quelques mots de mon point de vue. Mais je veux dire en premier lieu, dans le prolongement de ce que tu as dit pour introduire, quelques mots de la situation critique, effectivement, au sein de laquelle nous devons réfléchir. Pour résumer, on peut dire que les derniers mois ont constitué un tournant, non pas tant dans l'activité des institutions européennes ou dans leurs options politiques, que dans la perception qu'en ont les forces de transformation sociale en Europe. Il y a une hostilité grandissante qui concerne en premier lieu la politique économique des institutions européennes. Alors moi, pour introduire, je voudrais dire qu'il n'y a rien de nouveau, ni dans les politiques néolibérales mises en œuvre par l'Union européenne, ni non plus dans la stratégie de ce qu'on a appelé la parenthèse de gauche, face à Syriza qui avait un programme de Thessalonique. Les institutions européennes et le FMI ont mis en œuvre une stratégie pour démanteler et empêcher toute alternative politique dans ce pays. Cela avait été annoncé en réalité. Les outils économiques, notamment l'asphyxie par la BCE, l'asphyxie économique et le management de la dette publique, mais aussi les outils politiques, l'imposition de réformes structurelles, tout cela, ça avait déjà été mis en œuvre avant, notamment en Irlande, en République de Chypre et au Portugal. Mais la dernière séquence a clarifié pour l'opinion publique, ou pour un certain nombre, en tout cas, de forces sociales et d'individus à gauche, a clarifié les choses. C'est ce que je partage en tout cas comme lecture. L'Union européenne aujourd'hui est un obstacle majeur, c'est ma réponse à la question comme ça, un obstacle majeur à toute alternative politique en Europe. On peut le voir encore au sujet de la loi El Khomri, dont il faut rappeler qu'elle n'est qu'une étape des recommandations du Conseil de la Commission européenne du 13 mai 2015, dans lequel on peut lire notamment, je cite ce document, que la France devrait prendre des mesures résolues pour supprimer les seuils réglementaires prévus par le droit du travail et les réglementations comptables qui limitent la croissance de ces entreprises, afin, je cite encore, de réduire le coût du travail et d'améliorer les marges bénéficiaires des entreprises. Donc ça, c'était en mai 2015, et il y a donc un projet, on a même le gouvernement français a un an de retard. Mais deux autres processus politiques, à mon sens, doivent aussi retenir notre attention, et effectivement, aujourd'hui, il y a une crise majeure qui est liée à l'intensification des politiques migratoires racistes, il faut bien le dire, moi comme je le pense, de la forteresse Europe. Elle était déjà inscrite dans les traités Dublin, et là je vais parler comme grec, ça a été une des chose terrible pour moi, membre de Syriza, de voir le gouvernement renoncer aussi à remettre en cause, alors que c'était dans notre bien commun de notre parti depuis 2010, la remise en cause des traités Dublin II, dont donc le dernier accord entre l'Union européenne et la Turquie constitue l'étape la plus récente. Le droit, et je pense que c'est important de le dire en introduction, ça va aussi avec ma position, qui est que c'est vraiment un obstacle à toute politique progressiste aujourd'hui. Le droit d'asile est enterré, le droit international est bafoué et contourné, et pire encore, le tournant vers le totalitarisme du gouvernement d'Erdogan est non seulement toléré, mais financé, et le discours de l'extrême droite est justifié. C'est vraiment pour moi une grande catastrophe, peut-être pire encore, à la limite, même si c'était une affaire personnelle aussi pour moi, que ce qui s'est passé avec la parenthèse de gauche l'an dernier.
Donc l'idée selon laquelle l'Union européenne serait conjoncturellement néolibérale d'un point de vue économique, mais constituerait un rempart de valeurs progressistes et humanistes contre la barbarie, s'avère à mon sens pour ce qu'elle est, une idéologie qui est aujourd'hui sans prise sur la réalité. Troisièmement, le caractère antidémocratique des institutions européennes est désormais explicite. Je cite ce terme, cette expression de Jean-Claude Juncker, qu'on a beaucoup cité à nouveau. Il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, ce dont a témoigné la séquence du référendum puis de la signature du 13 juillet en Grèce, mais aussi, par exemple, les négociations sur le TAFTA ou sur les OGM qui, sans faire de bruit, toujours en 2015, ont été de manière décisive verrouillées au cours de l'année précédente. Okay. Donc voilà pour introduire la position que moi je défendrai. Les enseignements de cet ensemble de constats, à mon sens, sont que l'Union européenne est aujourd'hui l'une des avant-gardes mondiales du néolibéralisme autoritaire, pas seulement du néolibéralisme au sens économique, mais au sens politique, et elle se définit elle-même comme non démocratique. Moi, je défends qu'elle est donc démocratiquement irréformable et qu'une gauche de transformation sociale ne peut plus être crédible et réaliste sans mettre au cœur de sa stratégie la rupture avec certaines institutions de l'Union européenne et certains de ses traités. Comment faire et pourquoi faire? Voilà ce dont je vais parler assez rapidement, à partir de la Grèce, puis dans un deuxième temps, à partir des différentes stratégies en cours d'élaboration. C'est un moment aussi très intéressant. Depuis septembre dernier, eh bien, il y a 5 nouvelles options, enfin 4 et une ancienne, nouvelles options qui sont en train de s'élaborer avec un débat très fourni et assez conflictuel entre différentes options, celle de Varoufakis, pour vous dire simplement les noms, celle de Diem 25 de Varoufakis, celle de l'Alter Sommet des mouvements sociaux européens, celle d'un nouveau réseau lancé par Kostas Lapavitsas et Oscar Lafontaine la semaine prochaine, celle du plan B. Bon, il y a tout ça, c'est nouveau, donc c'est très intéressant. Alors je commencerai très rapidement par le cas de la Grèce. Dans la discussion, éventuellement, je pourrais revenir. Moi, j'ai vécu ça d'assez près, et puis j'ai aussi essayé de comprendre ce qu'on avait vécu en faisant une enquête depuis. Alors, je rappelle simplement le diagnostic de la défaite de ce gouvernement. Pas une seule mesure économique et sociale du programme de Thessalonique n'a résisté au rouleau compresseur de l'Union européenne. Mais plus encore, le troisième mémorandum a ajouté des clauses antidémocratiques extrêmement graves qui font qu'aujourd'hui, plus un seul ministère dans ce pays membre de l'Union européenne, en Grèce, n'est autonome, que toute action de l'État est aujourd'hui conditionnée à l'accord de cette force task du néolibéralisme en Europe qu'est la Troïka, et la Grèce est aujourd'hui dans une situation fort similaire à celle d'une quasi-colonie ou d'une néocolonie. Syriza, le gouvernement Syriza-Anel, à mon sens, qui ne fait plus signe de volonté de rompre avec cette suggestion économique et politique, gouverne une néocolonie, au sens constitutionnel. Il n'y a plus aujourd'hui de force constitutionnelle et de possibilité pour les ministères d'avoir une action autonome sans validation de l'Union européenne, contrairement à d'autres pays en Europe. Quelles sont les raisons de ces renoncements et de cette défaite politique? J'ai essayé de le raconter dans 2 ouvrages, je ne vais pas être trop long. Je vais simplement insister sur la raison qui me paraît la principale, c'est que le gouvernement n'a pas voulu mettre en œuvre, pour se protéger de la politique d'asphyxie économique et de l'imposition des réformes structurelles, d'outils défensifs, de mesures unilatérales économiques et politiques pour répondre à cette guerre de position qu'on a vécue l'an dernier. Ces outils, et ça je voudrais insister là-dessus, y compris dans la discussion, nous les connaissions, ils étaient discutés en Grèce et en Europe depuis très longtemps. Ils ont été mis en avant par le CADTM, par la Commission pour la vérité sur la dette publique, par la gauche de Syriza dont je faisais partie. On a écrit avec Pierre Calfa un article pour les présenter en avril dernier. Ils n'étaient donc pas inconnus, ils sont les suivants: moratoire et audit sur la dette, contrôle des capitaux sur les flux financiers, taxe sur les transactions financières, éventuellement monnaie parallèle, éventuellement sortie de l'euro. Mesures sur lesquelles l'histoire même de Syriza et puis l'histoire d'autres pays montre que sans ces mesures, il n'est pas possible, dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle est, de lancer une seule mesure keynésienne. Je ne parle pas de révolution, une seule mesure modérée, notre programme était très modéré, une seule mesure keynésienne de relance économique et de justice sociale.
Donc ce n'est pas la majorité du peuple grec, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, mais bien le gouvernement, qui n'était pas prêt pour mettre en œuvre ces outils économiques qui paraissent indispensables, c'est ce que je défends en tout cas, au lancement effectif d'une politique alternative. Alors, quelle stratégie et si on est d'accord avec ce premier argument, quelle solidarité et quelle stratégie à l'espace national et international pour rompre avec l'austérité? C'est ma deuxième partie. La première chose, avant d'entrer dans la présentation de ces différentes options, c'est qu'il faudrait faire mieux les prochaines fois qu'il y a une possibilité de changement social en Europe, ce qu'on n'a pas réussi à faire en 2015, c'est-à-dire soutenir les forces de gauche des pays de la périphérie qui proposent une confrontation avec les institutions européennes néolibérales. C'est quelque chose, moi je faisais partie des gens qui ont organisé les manifestations pour soutenir le gouvernement grec, etc. Il y a eu des gens dans la rue, mais par contre ce qu'on n'a pas fait, c'était précisément pousser dans ce sens-là, encourager aussi ce gouvernement et les forces dans le parti qui proposaient ces mesures-là et qui étaient soutenues par la majorité du peuple grec. Cette solidarité internationaliste n'a pas existé. Voilà quelque chose qui est important à mon sens pour la suite. De même, aujourd'hui, en Espagne, au Portugal, en Irlande notamment, dans ces trois pays qui sont, disons, à l'avant-garde de la contestation et de l'opposition à ces institutions européennes telles qu'elles sont, il faut, nous, en France et en Allemagne, eh bien, soutenir les forces ou les tendances qui proposent des solutions concrètes, économiques et politiques. Cette solidarité aura également un grand rôle à jouer en cas de rupture de l'un de ces pays, rupture subie ou choisie, avec l'euro et éventuellement avec l'Union européenne. Il faudra mener la bataille idéologique, organiser la solidarité concrète pendant ce moment-là de guerre de position économique, faire pression sur les institutions de Bruxelles et les gouvernements des pays membres, eh bien, pour délégitimer ce type de décision, comme le fait d'asphyxier la moitié des liquidités en Europe pour la Grèce à partir du 4 février. J'ajoute que cette guerre de position aura lieu, donc moi je pense que pour la Grèce il fallait sortir de l'euro. Mais cette guerre de position économique aura lieu qu'il y ait sorti de l'euro ou pas, en réalité. C'est ce qu'on a vu, on n'est pas sorti de l'euro et pourtant l'Union européenne a décidé de nous amener vers la faillite pour imposer ces réformes structurelles. Alors entrons un peu plus en 5 minutes. 5 minutes. Dans les 5 options stratégiques portées par des forces sociales et politiques en partie différentes aujourd'hui. Je vais juste les présenter, dire un argument, puis d'autres intervenants, et puis dans la discussion, on pourra les discuter. D'abord, il y a la stratégie du parti de la gauche européenne. L'hypothèse est celle d'une réforme démocratique et graduelle des institutions européennes, organisée essentiellement autour d'un contrôle politique sur la BCE et d'une accentuation des prérogatives du Parlement européen. À mon sens, c'est ce que je défends, c'est une erreur, un projet irréaliste et impopulaire dont la logique conduit à des positions intenables et politiquement dangereuses, comme le soutien inconditionnel au gouvernement grec, par exemple. Deuxième option, l'option mouvement social européen, portée notamment par Transform Europe ou l'Alter Sommet, donc un ensemble de mouvements sociaux européens, de syndicats, d'associations. L'hypothèse est qu'il ne faut pas de mesures unilatérales avec l'Union européenne, mais une hausse du niveau de confrontation sociale avec ces institutions qui passent par des pétitions, des manifestations dirigées directement contre Bruxelles. À mon sens, et à ça je participe toujours, ce mouvement est utile du point de vue du travail d'auto-formation politique et de solidarité internationale, mais en lui-même, il constitue une impasse stratégique. Il faut encore pouvoir expliquer comment une mobilisation sociale, même massive, peut forcer à la démission d'une oligarchie qui n'est pas élue. Donc, en général, quand on fait des manifestations, c'est qu'on pense que la démocratie représentative existe et que donc on va faire pression sur l'opinion publique. Là, je ne vois pas cette possibilité. Troisième hypothèse, l'hypothèse de Democracy in Europe Movement, initiée par Yanis Varoufakis, qui, je n'ai pas le temps d'entrer en détail puisqu'il me reste 2-3 minutes, on pourra en discuter plus en détail, mais bon, qui en gros demande dans un premier temps plus de transparence concernant l'Union européenne telle qu'elle est, dans un deuxième temps, un usage progressiste des traités tels qu'ils sont, et dans un troisième temps, dans 10 ans, une assemblée constituante reconfigurant entièrement l'Union européenne. Alors, je ne suis pas convaincu non plus par cette option,
D'une part parce que c'est très clairement exprimé dans le manifeste de Yanis Varoufakis, elle s'appuie sur une mauvaise alternative, soit repli national, soit reconstruction intégrale de l'Union européenne. Or, il y a, à mon sens, eh bien, des étapes intermédiaires, des mesures unilatérales qui doivent permettre... En gros, il n'a pas de solution contre précisément ce qu'a vécu la Grèce, c'est-à-dire une politique d'asphyxie économique, et donc il faut des mesures défensives. Quatrième et dernière option, la stratégie du plan B. Mais dans le plan B, en réalité, il y a toute une palette de positions. Alors, on peut dire en fait qu'il y a deux positions dans la stratégie du plan B. Celle plus proche de celle de DiM25 du plan B à Madrid, donc il y a une réunion à Madrid, qui est aussi proche du programme du Front de gauche pour les européennes, et puis en ce moment encore le type de position majoritaire dans notre espace, c'est-à-dire désobéissance à l'Union européenne. Voilà, ma position, c'est que c'est trop abstrait et que désobéir, ça veut dire aussi des mesures économiques et politiques dont il faut absolument parler, comme moratoire sur la dette, éventuellement monnaie parallèle, etc. Et il y a enfin une dernière option, je finirai là-dessus, qui était majoritaire au plan B à Paris et qui est aujourd'hui défendue plus explicitement par un nouveau réseau qui va être lancé les 26 et 27 avril à Thessalonique, qui s'appelle European Research Network on Social and Economic Policy, RNCEP, qui défend la position qui était celle de Syriza en 2012, et celle aussi qui était notre bien commun jusqu'à 2015, pas de sacrifice pour l'euro, et donc on réfléchit à ces mesures unilatérales comme une palette d'instruments qui, si nous parvenions au pouvoir et quand nous parviendrons au pouvoir dans un État, peuvent permettre de tenir face à cette guerre de position et aussi, et je vais finir là-dessus, d'accentuer la mobilisation populaire et la mobilisation internationale. Qu'est-ce qu'on a vu l'an dernier? Moi, j'ai vu ça vraiment aux premières loges. C'est qu'à partir de l'accord du 20 février et de l'entrée dans cette logique institutionnelle, les mobilisations sociales ont tari. Il n'y a pas eu un grand mouvement internationaliste de soutien au gouvernement grec qui aurait pu changer les choses. Si on a des mesures unilatérales concrètes qui permettent de faire des mesures d'urgence, alors il me semble qu'un tel scénario vertueux est possible.